Je vais inviter Bernard Cloareg, Cyril Chapon, Antoine Legraé, Dominique Lavenier, Pauline Solignac et Gaëtan Herry. Je vous en prie, asseyez-vous. On peut les applaudir également. Vous avez 30 minutes pour aborder un peu ces questions. Je vous remercie, on se retrouve après. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première table ronde de la journée sur le thème entrepreneuriat, valorisation des travaux de recherche. Est-ce une bonne idée? Pourquoi et comment le faire? Je me présente rapidement. Je suis Antoine Legrette, chargé de partenariat et projet d'innovation à INRIA, Rennes. Je dédié à l'accompagnement de projets de start-up à travers le programme INRIA Startup Studio. J'ai autour de moi 5 intervenants qui vont nous partager une réflexion, une vision de la valorisation et des travaux de recherche et comment ils envisagent ou ont déjà valorisé leurs travaux de recherche. Nous avons notamment Pauline Solignac, responsable entrepreneuriat et accompagnement à Inserm Transfer, qui nous parlera notamment des critères essentiels à étudier avant de lancer sa start-up basée sur ses travaux de recherche. Cyril Chapon, directeur de transfert à la SAT Ouest Valorisation, qui nous parlera plutôt des voies de valorisation et comment le faire et pourquoi surtout. Nous avons aussi Dominique Lavenier, directeur de recherche CNRS au sein de l'équipe GenScale, spécialisée en bioinformatique, qui nous fera un retour d'expérience sur sa participation à un événement d'Open Innovation appelé Hackathon, dans lequel il a proposé ses travaux de recherche et une idée de start-up, donc il a pu challenger au cours de cet événement. Nous avons aussi Gaëtan Herry, doctorant à l'IETR, qui mène une réflexion de projet de start-up en parallèle de sa thèse. Donc nous allons échanger avec lui sur les conditions qui lui permettent de réfléchir à ça et à structurer tout ça simultanément. Et enfin, Bernard Cloareg, qui est un spécialiste des algues marines et qui aujourd'hui est CEO d'Aberactive, fondé en 2021. Donc voilà un petit peu le thème de cette table ronde. Donc j'imagine que vous, dans l'Assemblée, vous avez déjà des idées de valorisation de vos travaux de recherche. Vous avez déjà identifié les différentes pistes, mais comment maximiser l'impact que vous pouvez avoir sur le monde scientifique ou économique? Donc je me tourne directement vers Cyril Chapon pour avoir un premier éclairage sur ce qu'on entend par valorisation des travaux de recherche et quelles sont les voies de valorisation qui existent aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, la valorisation de la recherche, comme le terme le dit bien, on part déjà de la recherche et on souhaite la valoriser. En règle générale, on va plutôt considérer une valorisation économique. Donc on pourrait dire qu'on part de la recherche, donc ce sont les savoirs, et on essaye d'aller vers le faire. Donc faire des produits, faire des innovations, faire. En fait, la valorisation, ça va être à la fois le savoir-faire et le faire savoir. Autrement dit, on va essayer de travailler à apporter à la fois des financements, et on va voir un petit peu avec un certain nombre d'outils pour essayer de faire rencontrer ces découvertes, à essayer de les transformer pour rechercher cette fois-ci un impact dans la société. Donc dans la société, c'est à la fois l'économie, mais c'est également, ça peut être via des collectivités ou autres, puisqu'on a également les sciences humaines et sociales, on n'a pas que la technologie. Donc en tout cas, ça va être donc, un métier, finalement la valorisation qui est un métier d'interface, on parle beaucoup d'accompagnement. On va avoir un certain nombre d'outils. Donc il y a 2 types d'activités. Donc il y en a une, c'est les contrats entre les laboratoires et les entreprises. Donc là, on répond plutôt aux besoins des entreprises. Le deuxième, qui est peut-être un peu plus le sujet aujourd'hui, qui va être autour du transfert de technologie. On va prendre des résultats au niveau de la recherche. Et là, on va essayer de le transformer de ce savoir en savoir-faire, voire le faire savoir au mieux au niveau de l'économie. Et puis là, on va avoir une notion qui est, soit on trouve des entreprises qui peuvent être intéressées, on va faire un transfert de technologie. En règle générale, ça veut donc dire que le besoin est exprimé et éventuellement le marché est un peu déjà là. Et il y a l'autre partie, qui peut être un peu le sujet aujourd'hui, on va tourner les projets vers l'entrepreneuriat. Et la raison qui nous anime, ça va être justement, alors le mot a été dit, ça paraît très ambitieux, changer le monde. Alors on pourrait rajouter contribuer à changer le monde peut-être pour baisser un peu et pas trop se mettre de pression. Mais quand même, l'idée, elle est là. Elle est là parce que tout simplement, les marchés ont une tendance un petit peu conservatrice et c'est normal. Ils essaient de protéger leurs actifs, les emplois, les entreprises, les investissements qui sont faits. Donc ils acceptent, ils tolèrent une certaine innovation, mais ils ne peuvent pas révolutionner, on va dire, toute l'usine et changer toute l'usine et dire aux gens qu'on a dans l'entreprise qui sont plus formés pour faire les nouveaux produits. Vous voyez, donc, et là, finalement, c'est le job des startups qui vont, elles, proposer de nouveaux modèles, de nouveaux produits, attaquer de nouveaux marchés, voire créer des marchés.
Et pour nous, à notre sens, je pense, c'est là où on entend un peu contribuer à changer le monde. Donc vous voyez, sur les voies de valorisation, c'est soit on fait du licensing classiquement dans des sociétés, si on considère que le marché peut l'accepter et est directement intéressé. Et dans un certain nombre de cas, eh bien, il faut créer. Et je dirais bien, le mot c'est il faut créer. Si on veut que le monde soit meilleur, eh bien, il faut qu'on arrive à prendre des résultats de recherche. Évidemment, on ne changera pas le monde qu'avec la technologie, qu'avec la recherche. Par contre, il y a vraiment, je dirais, une nécessité à essayer de les transférer. Et c'est l'objet un peu de ce genre de manifestation, c'est de bien faire comprendre, notamment au niveau des chercheurs et des doctorants, c'est que la société attend cela. On l'a vu avec le Covid. C'est pas que des publications, c'est aussi des traitements contre les maladies. Donc la valorisation, c'est aussi ce vecteur-là. Vous voyez, c'est pas que la publication. Donc c'est apporter du concret, de l'impact. Et je pense que sur un facteur de motivation pour les gens, c'est cette notion-là, c'est de leur dire que c'est possible. Il y a un chemin, il y a des moyens, on va en parler. Mais c'est d'essayer de rechercher à avoir un peu plus de concret, de l'impact et je dirais un peu de motivation là-dessus. Très bien, merci Cyril pour ce premier éclairage. Donc cette notion d'impact, elle est vraiment clé aujourd'hui dans la valorisation des travaux de recherche et l'entrepreneuriat est une voie qui est essentielle aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Pauline Solignac pour avoir un deuxième point de vue, un deuxième éclairage sur l'entrepreneuriat et quels sont les éléments clés qu'il est important d'étudier avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. Oui, merci déjà. Merci de me donner la possibilité de participer à cette table ronde. Donc, je suis Pauline Solignac, je suis responsable accompagnement à l'entrepreneuriat chez INSERM Transfer. INSERM Transfer, c'est la filiale de valorisation de l'INSERM, qui est le premier institut de recherche biomédicale européen. Chez INSERM Transfer, on a deux grands types d'activités. La valorisation au sens large, qui vient d'être présentée par Cyril Chapon, qui est le tech transfert. Et également, on a une activité d'accompagnement et de construction et de gestion de projets multipartenariaux type projet européen. Sur la partie tech transfert, on intervient très tôt dans l'idée d'un projet d'entrepreneuriat qui peut être aussi une future licence vers une entreprise qui existe déjà, mais on intervient très tôt et pour vraiment aider à construire sur des piliers solides. Globalement, on s'accorde à dire qu'il y a 6 grands piliers pour construire une start-up en deep tech. La première, c'est l'innovation, bien sûr, mais il faut une innovation qui répond à un besoin, alors soit un besoin marché, soit dans notre cas, c'est un besoin médical. La propriété intellectuelle, et là, à INSERM Transfer, on va intervenir en déposant les brevets ou les logiciels, en protégeant les logiciels, etc. Et la propriété intellectuelle dans une startup deep tech, elle est vraiment primordiale parce que c'est ce qui va permettre de créer une barrière à l'entrée, donc de se protéger un peu d'un concurrent qui voudrait utiliser notre technologie pour concurrencer notre startup, parce qu'il y a quand même une notion économique quand on se lance dans une startup, donc il faut quand même faire face à la concurrence. Donc la propriété intellectuelle, c'est primordial parce que c'est ce qui va aussi rassurer les investisseurs. Donc on va en parler très tôt. Donc à INSERM Transfer, on a des ingénieurs brevets qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui vont accompagner les chercheurs dans le dépôt de brevets. On dépose à peu près entre 150 à 200 brevets par an. On a un portefeuille de 2000 familles de brevets. Donc c'est quelque chose, c'est un métier qu'on maîtrise très bien. On accompagne les chercheurs là-dessus. Et puis après, il y a les notions d'équipe. La notion d'équipe, elle est primordiale parce qu'il faut savoir s'entourer quand on est chercheur ou doctorant ou postdoctorant. Le métier de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il faut s'entourer d'expertises complémentaires avec qui on a envie de travailler sur le long terme, avec qui on a une vision commune, et parce que l'équipe doit savoir travailler ensemble, être complémentaire, et puis savoir faire face aux difficultés, parce que l'aventure entrepreneuriale est une belle aventure, mais ce n'est pas une aventure toujours simple. Il y a des échecs, il y a des difficultés, etc., surtout quand on doit lever des fonds, par exemple. Et puis après, on accompagne aussi sur les 3 autres dimensions qui vont arriver un peu, qu'on peut construire un peu plus tard, c'est-à-dire la stratégie d'accès au marché, le plan de développement, surtout en santé, comment on va développer notre arrivée jusqu'au patient, et le plan financement associé. Donc à INSERM Transfer, on a des équipes qui s'occupent à la fois d'aller découvrir l'innovation au sein des laboratoires et même qui vont aider les chercheurs à construire leur programme de maturation.
On a des ingénieurs brevets qui accompagnent sur la partie pays, donc on démarre avec un sujet solide. Et quand cette envie d'entrepreneuriat naît au sein des chercheurs qui sont un peu intéressés, soit qui sont intéressés, soit qui ont un projet très concret, ils viennent nous voir. Et là, on a un parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qu'on appelle le parcours pré-entrepreneurial, qui a pour objectif de faire d'eux non pas des futurs CEO, mais ce qu'on appelle des fondateurs éclairés. Donc on va les accompagner sur ces 6 dimensions, on va les aider à s'entourer, et nous, on va les accompagner, les acculturer, les sensibiliser pour qu'au moment de créer, ils le fassent sur des bases les plus solides possibles et qu'ils soient à même de lever des fonds très rapidement. Donc pour ça aussi, on a un réseau de partenaires. On travaille avec les acteurs locaux, avec les SAT, avec les incubateurs et avec un réseau de partenaires investisseurs qui nous aident à monter des projets solides. Très bien, merci Pauline. Et peut-être une question complémentaire entre vos 2 témoignages, Pauline et Cyril. Est-ce qu'il existe, selon vous, des bonnes ou des mauvaises raisons à se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Alors, des bonnes raisons, il y en a plein. Déjà, l'envie de développer son produit ou de participer à développer son produit, l'envie de participer à changer le monde, ou dans notre cas, par exemple, à soigner des patients. L'envie de voir son projet de recherche, parfois on mène depuis 15-20 ans, arriver au bout, c'est-à-dire quand on a une molécule qu'on a découverte qui pourrait soigner un type de cancer, arriver au bout et voir qu'on arrive à changer la vie des patients, c'est vraiment, je pense que c'est le Graal pour tous les chercheurs. Envie de participer à une aventure humaine, envie de créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de l'économie, etc. Après, il y a des moins bonnes raisons. Souvent, on a des chercheurs qui viennent parce qu'ils ont du mal à avoir de l'argent pour financer leurs recherches. Il faut savoir que c'est encore plus dur de trouver de l'argent quand on est dans un cadre entrepreneurial parce que les gens qui vont financer votre start-up, ils ont envie d'avoir des retours financiers. Donc, ils vont être encore plus difficiles à convaincre. Peut-être je commencerai par le côté effectivement négatif. Vouloir absolument gagner plein d'argent. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça soit la motivation première parce que voilà, on peut être déçu quand même. Et je ne pense pas qu'il faut que ça soit le moteur. Le deuxième que je vois quand même, ça peut être de vouloir absolument créer une entreprise alors qu'on aurait des industriels qui sont prêts à le faire parce que tout simplement ils sont mieux armés. Parce que la création d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça a été dit, hein, il y a un facteur de risque évidemment parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Donc il faut les créer, comme je le disais tout à l'heure, parce que on va dire, on fait quelque chose de vraiment nouveau, ce qui permet de compenser le fait qu'on va assumer beaucoup de risques. Si les gens, je parle des entreprises, peuvent commercialiser, ça veut dire qu'ils savent le faire de ce côté-là. Et vous allez être en concurrence avec eux s'ils ont décidé d'y aller, même si vous ne leur donnez pas cette technologie-là. Et là, vous allez vous retrouver en concurrence avec des gens qui sont prêts à y aller. Par contre, quand vous faites une start-up et que les autres vous regardent parce qu'ils ne veulent pas y aller, vous aurez l'avantage d'être le leader dessus. Donc, vous voyez, je pense que sur les 2 points négatifs que je verrai un petit peu. Point positif, vous l'avez quand même beaucoup dit. Moi, je dirais quand même l'envie de transformer, de concrétiser cette recherche. Je voudrais citer qu'on a un petit outil, donc on a un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert en ce moment à tous les doctorants au niveau de la Bretagne. Donc n'hésitez pas à candidater. C'est un gros avantage, c'est qu'on ne vous dit pas que vous allez créer une entreprise, c'est juste que vous explorez la piste. C'est de regarder si c'est possible. C'est-à-dire que vous le mettez en éventualité. On ne vous dit pas d'arrêter votre thèse, on ne dit pas de créer la boîte, on ne dit rien de tout ça. On vous dit vous continuez votre chemin. Posez-vous juste la question. Il y a un accompagnement. Vous avez Clémence qui est sur ceux qui sont en présentiel. Pour la visio, vous allez sur AMI Émergence. Et voilà, on est avec plein de partenaires. Tous ceux qui sont cités, c'est ouvert voilà, très largement aux doctorants. Pour juste, je pense, c'est se poser la question. Le fameux « et si ». Et si je décide de créer une entreprise sur la base de mes résultats de recherche? Et je pense que c'est d'ouvrir ce possible-là. Et je pense qu'on est dans une très belle période pour le faire, puisque tout le monde vous dit « et si on changeait le monde ?» Eh ben, et si, parce qu'il y en a besoin, eh ben, on prend un pari ensemble. Nous, voilà, d'autre côté, je l'assume. On est prêt à vous recevoir pour travailler sur le « et si » de vos résultats de recherche. Enfin, c'est surtout Clémence qui va avoir le boulot. Voilà, mais je pense qu'il n'y a que des bonnes raisons d'essayer, honnêtement. Parce que, voilà, il faut essayer de le faire. Et je pense qu'on a plutôt des regrets à ne pas l'avoir tenté. Plutôt. Essayez, vous regardez et vous décidez d'arrêter après, si c'est le cas. Et sinon, peut-être vous aurez la surprise de vous dire eh ben, j'ai créé une entreprise et vous deviendrez comme Morgane ou d'autres qui vont se succéder. Voilà.
Très bien, merci Pauline et Cyril pour ces premiers éléments. Je pense que la transition est toute trouvée avec Dominique Lavenier, donc directeur des recherches CNRS au sein de Genscale, qui a participé à un hackathon l'an dernier, donc un événement d'open innovation pour imaginer des applications ou répondre à des problématiques business d'entreprise. Donc Dominique, vous avez participé à cet événement pour justement challenger une partie de vos travaux de recherche, mais aussi pour challenger une idée de start-up issue de ces travaux. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels étaient ces travaux de recherche et quelle application vous avez proposé à cet événement? Oui, donc vous l'avez dit, je suis chercheur donc, dans une équipe de bioinformatique à l'IRISA à côté. Et la spécificité de notre équipe, c'est de traiter les gros volumes de données émanant des données de séquençage, traitement de l'ADN. Notre objectif, c'est d'optimiser ces traitements, aussi bien pour extraire les meilleures informations des données d'ADN, et aussi d'essayer d'optimiser en temps les calculs. Donc on emploie plusieurs techniques, et l'une d'elles consiste à explorer un petit peu les différentes possibilités ce qu'on appelle les architectures matérielles. Donc vous avez sans doute entendu parler des cartes graphiques, des GPU, qui permettent d'accélérer donc les traitements en deep learning. Moi, j'explore une autre voie qui s'appelle Processing in Memory. L'idée, c'est d'introduire dans la mémoire des processeurs des éléments de calcul, simplement pour rapprocher les calculs des données. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, mais il se trouve qu'il y a une entreprise, une start-up à Grenoble, qui a démarré en 2015, qui a, on va dire, concrétisé cette idée. Ils ont développé une mémoire dans laquelle, en fait, un certain nombre typiquement une mémoire de 8 gigaoctets, je ne sais pas si ça vous parle, dans lequel ils ont inclus 128 processeurs. Et donc, très tôt, en fait, ils sont venus nous trouver parce qu'ils avaient identifié le marché de la génomique comme étant quelque chose qui pouvait donc dont leur technologie en fait pouvait apporter un gros bénéfice. Et donc au cours des 5-6 dernières années, on a exploré avec eux cette possibilité et on a montré par des prototypes, des preuves de concept, qu'on pouvait effectivement accélérer les traitements des données génomiques d'un facteur compris entre 20 et 50. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'un traitement qui dure 1 heure, en portant nos algorithmes remodifiés sur leur technologie, ça ne dure plus que 3 minutes. Donc, d'un côté, vous voyez qu'il y avait cette entreprise, UpMem, notre labo de recherche, où on développait des prototypes, et puis il y a un troisième acteur qui sont les utilisateurs, les biologistes, qui ne pouvaient pas forcément utiliser directement nos travaux, parce que nous, notre but, c'est de faire des prototypes, de démontrer que ça fonctionne, mais on n'est pas, notre activité n'est pas dédiée à faire des logiciels complètement carrossés qui puissent être utilisés par tout le monde. D'où l'idée, en fait, d'un autre acteur qui puisse faire le lien entre cette entreprise, notre labo de recherche, et puis les utilisateurs, un espace en fait pour mettre tout le monde en relation. Et donc c'était un petit peu l'idée de cette entreprise de créer ce lien, de développer en fait des traitements spécifiques pour des applications bien précises avec cette nouvelle technologie. Du coup, cette idée, vous l'avez portée au hackathon l'an dernier avec des étudiants, notamment de l'INSA, qui ont pu vous rejoindre sur cette équipe. Qu'est-ce que vous en retenez de cet événement dans lequel vous avez présenté cette idée, vous avez challengé? Il y a des étudiants qui ne connaissaient rien en bioinformatique, mais qui vous ont ouvert des nouvelles opportunités, si je me souviens bien. Oui, donc effectivement, donc j'ai participé à ce hackathon. J'ai une équipe de 5 personnes et à l'issue donc j'y allais en fait simplement pour proposer l'idée, pour voir si ça pouvait intéresser des gens, pour constituer une équipe et puis pour explorer davantage la piste en fait de l'entrepreneuriat derrière. Et donc à l'issue de ce hackathon, un étudiant s'est montré intéressé. On a continué à travailler ensemble depuis 6 mois pour explorer, pour définir plus précisément quel pouvait être le business model derrière ce genre d'entreprise. Donc pour l'instant, on en est là, discussion.
Et est-ce que la vision que vous aviez en premier temps, du coup, de votre côté, du laboratoire de recherche, et les résultats que vous avez obtenus après le hackathon, est-ce que c'était identique ou ça a différé par rapport à ce que vous aviez en tête? En fait, l'intérêt, c'est que j'y allais avec une idée, peut-être un peu naïve, en disant, ben voilà, on va aller trouver les entreprises en leur disant, puis on va vous vendre un serveur qui va accélérer fortement vos calculs. Donc, on a forcément interrogé en fait, un certain nombre de sociétés, beaucoup, qui nous ont dit, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Aujourd'hui, nous, nos calculs, on les externalise. On travaille avec des clouds. Et donc, en fait, l'idée de dire je vais trouver une entreprise dans laquelle je vais vous vendre des serveurs, en fait, c'est quelque chose qui ne marche pas. Il faut sans doute revoir notre stratégie et plutôt intéresser donc les gens qui mettent à disposition des clouds pour que ces machines puissent être intégrées et développer dans le cloud toute l'algorithmique qui va bien. Donc voilà, on a un petit peu changé d'idée. Ouais, ça a permis de changer, de pivoter, on peut dire ça, durant cet événement. Je me tourne désormais vers Gaëtan Herry. Donc vous êtes doctorant à l'IETR actuellement et vous menez une réflexion. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Une réflexion de projet de start-up également basée sur vos travaux de thèse. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter vos travaux et l'application que vous envisagez de valoriser? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis à l'IETR, donc c'est un laboratoire d'électronique. Ça correspond. Est-ce que ça marche ? Pardon. Ok, donc moi, je suis dans le laboratoire d'électronique et plus particulièrement, je suis dans la microélectronique, donc tout ce qui va être microfabrication, capteur, on va dire LED, un peu tout dans le domaine de l'électronique. Et on travaille sur une technologie, ou du moins essayer de faire en sorte de créer des procédés de fabrication pour intégrer des fonctions électroniques à la surface ou au sein des matériaux qui sont complexes par leur nature ou par leur forme. Donc concrètement, ce serait essayer de trouver les moyens de fabrication pour pouvoir mettre des capteurs, par exemple, sur la peau, sur les textiles, sur les matériaux composites. Car actuellement, les procédés de fabrication classiques de la microélectronique sont très souvent, on est sur du rigide. Et si on essaie de se pousser un peu plus, par exemple, sur le flexible, et encore plus carrément sans substrat, on pourrait essayer de chercher des nouvelles solutions pour des nouvelles applications, notamment dans le biomédical ou dans tout ce qui serait SHM. Donc c'est globalement là-dedans sur lequel je travaille. Ok, c'est clair. Comment vous menez du coup les travaux de votre thèse et votre réflexion de projet de start-up? Est-ce que vous avez des conditions qui sont favorables? Est-ce que vous avez un encadrant peut-être qui vous incite aussi à avancer là-dedans? Est-ce que vous êtes accompagné par une structure? Est-ce que vous avez participé à des formations, des événements aussi pour structurer votre projet? Oui, tout à fait. En fait, moi, quand je suis arrivé dans la thèse, c'était déjà un peu accompagné justement par West Valorisation. Mon encadrant de thèse avait déjà commencé à travailler sur des brevets pour essayer d'intégrer des fonctions sur des matériaux complexes. Et donc c'était dans la suite, en fait, la thèse était la suite un peu du projet. Et actuellement, justement, on travaille sur essayer de faire des nouveaux brevets. C'est un peu dans cette continuité. Au même moment, pendant ma thèse, une personne était donc en contrat maturation avec la SAT. Donc c'était un peu dans cette atmosphère. Je baignais déjà dedans en arrivant. Et j'avais aussi un peu cette fibre de vouloir continuer parce que ça m'intéressait vraiment d'être dans la fabrication de procédés côté recherche, mais aussi un petit peu côté développement. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils pour les doctorants qui sont présents aujourd'hui pour mener justement leur thèse et cette réflexion entrepreneuriale en simultané? Oui, bien sûr. Alors je pense qu'il ne faut pas arrêter de le répéter, mais il faut parler avec tout le monde, essayer si on a une idée, il ne faut pas la garder pour soi, hein, ça c'est sûr et certain. Il faut se retourner vers ses encadrants, essayer de comprendre ce qui existe autour de soi pour pouvoir être accompagné. Typiquement, s'intéresser à des journées comme ça, voir qu'il y a des OTT, donc des organismes de transfert. Et voilà, c'est vraiment d'en parler et rencontrer des gens. Aujourd'hui, nous, on est vraiment dans cette problématique de ce qu'on expliquait un peu plus tôt. Est-ce qu'on fait du transfert? Est-ce qu'on fait de la création? On n'est pas du tout en train de créer pour le moment. On se pose la question. Et le « et si » qui était dit est vraiment important. Et il faut vous le dire, c'est possible que votre travail ne soit pas uniquement dédié à l'académique, mais pourrait en fait faire une application concrète et non pas rester bloqué pendant des années à un endroit.
Merci Gaëtan. Et justement, en parlant d'applications concrètes, donc je me tourne vers Bernard Cloirègle. Donc vous êtes spécialiste dans les algues marines. Vous êtes aujourd'hui le CEO de Aberactive que vous avez cofondé avec 2 associés en 2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, parce qu'il me semble que c'est vraiment la base de votre projet de start-up aujourd'hui? Oui, ben, écoutez, pour des raisons personnelles, j'ai toujours voulu travailler sur les algues marines. Et donc, j'ai créé une équipe de recherche il y a longtemps sur la biochimie des algues marines. Cette équipe a aujourd'hui à peu près une 60aine de personnes. Mais plus généralement, la station biologique de Roscoff il y a un fort potentiel sur la biologie, la biochimie, la génétique des algues marines. Donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que j'ai été directeur de la station biologique pendant 15 ans. Et j'ai toujours milité pour que nous effectuions un transfert de nos recherches vers les entreprises. Et donc, on a même décidé de créer un parc scientifique qui s'appelle Blue Valley. Et puis, au bout d'un moment, inspiré par d'autres exemples, mais au bout d'un moment, on s'est dit, oui, mais prêcher la bonne parole, c'est bien, mais en réalité, il vaut mieux se lancer. Voilà. Et donc, on s'est lancé dans cette création avec donc deux collègues. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette société que vous avez lancée en 2021 ? Oui, l'objet social de la société, c'est de produire des ingrédients pour la nutraceutique et la cosmétique à partir des algues marines. Notre proposition de valeur est essentiellement fondée sur une rupture technologique qui consiste à utiliser des enzymes bactériennes, donc de bactéries qui recyclent la biomasse des algues. Très bien. Et je reviens un petit peu plus sur votre parcours de nouveau. Comment vous avez géré le changement suite à une longue carrière scientifique, en passant de chercheur à directeur de station biologique à aujourd'hui entrepreneur? Comment vous avez franchi le cap et est-ce que c'est pas trop compliqué de changer de posture justement? Objectivement, ça l'est un peu au début. On était donc mes 3 associés, enfin mes 2 associés et moi, on était des chercheurs pur jus, donc sans réellement grand intérêt pour le commerce et le business. Et donc on a eu 2 changements de paradigme. Premier changement de paradigme, ça a été donc qui nous a été d'ailleurs conseillé, enfin même fortement soufflé par notre avocat, notre comptable, qui dit écoutez, vous avez une idée, allez jusqu'au bout et puis on trouvera toujours les moyens de la financer. Par ailleurs, la Technopole, notre Technopole, donc Brest-Thiroise et la SATT, nous ont convaincus de réellement changer de logiciel. Donc ça, c'est un premier changement de paradigme. Donc on n'était pas préparé à l'évidence. Ensuite, on a effectué un deuxième changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on se transforme petit à petit en businessman. Alors, on n'est pas encore tout à fait rendu là, mais donc là, c'est essentiellement par le biais de formation. Donc là, on est la formation donc, qui est sponsorisée par la SATT et la Technopole, qui nous prépare, par exemple, en particulier à l'art du pitch. Et qui permet d'essayer de convaincre des catégories très différentes d'auditeurs. Très bien. Et une petite dernière question justement à propos de ce changement de posture. Est-ce que pour vous, il y a un bon moment pour justement se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il faut franchir le cap en début de carrière, en milieu de carrière ? Est-ce qu'il y a un bon moment selon vous ? Écoutez, moi j'ai attendu 45 ans pour me lancer, donc vous voyez, j'ai un âge respectable, pour ne pas dire avancé. Non, moi j'ai envie de vous dire que j'ai envie de renverser la proposition. La valeur n'attend pas l'âge des années, c'est-à-dire que même quand on est un chercheur qui a été formaté par la recherche publique pendant de nombreuses années, on a toujours la possibilité de se lancer. Alors pour les gens plus jeunes, c'est sans doute vous aurez une agilité un peu plus forte, mais on est capable en fait réellement de changer de posture, de se mettre dans l'impôt d'un chef d'entreprise. Merci Bernard pour ce témoignage. Il nous reste 2 petites minutes, peut-être pour quelques questions. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, certaines personnes ont des questions à poser à nos 5 intervenants. Donc
Pas de questions. Peut-être un commentaire sur les différents témoignages entre vous intervenants sur les... Si je peux me permettre, c'est le message, je pense qu'on veut tous faire passer ici, c'est que entreprendre quand on est dans la recherche, qu'on soit doctorant, postdoc, chercheur, c'est possible, et qu'on est tous là pour vous accompagner, qu'il y a les offices de transfert de technologie, la SAT, INSERM Transfert, INRIA, etc., qui sont là pour vous accompagner. Et puis il y a aussi des formations, enfin, il y a BPI France qui finance, qui aide, qui forme, etc. Donc il y a tout un panel de choses qui vous aident, donc allez-y. Merci Pauline pour ce mot de clôture de cette première table ronde. Je pense qu'on va pouvoir passer au second témoignage, si je ne me trompe pas. Passer à la suite, on peut les applaudir, je vous remercie. Merci à eux, merci à vous 6. On a appris et on a découvert des parcours très intéressants.